Bonsoir monsieur Cadinas. Bonsoir, merci à vous pour la présentation. Alors je suis pas aussi bon orateur, donc je vais essayer d'être assez clair malgré tout. Alors, je voudrais aborder un sujet qui est pas forcément agréable à entendre, c'est par rapport à la question de l'appartenance à l'Union européenne. On est tous, je pense, aujourd'hui nés dans l'Union européenne, on se sent tous européens. Malgré tout, je pense qu'il faut se poser la question de notre appartenance. Elle est trop souvent prise par les extrêmes, notamment l'extrême droite. Aujourd'hui, plus ou moins inconsciemment, on associe encore la sortie de l'Union européenne aux extrêmes, à l'extrême droite, et du coup à la xénophobie, à tout ce que notamment le FN a pu développer. Donc aujourd'hui, il y a des choses à se poser, je pense, par rapport à ça, et il y a une chose que vous dites régulièrement, c'est réorienter l'Europe, le lieu tel qu'elle fonctionne aujourd'hui. Vous laissez entrevoir, en fait, comme si l'Union européenne était modifiable profondément. Seulement, je sais très bien que vous n'ignorez pas les règles de l'Union européenne, l'article 48, TUE, etc., sur les renégociations qui se font à l'unanimité. D'ailleurs, Macron veut également réorienter l'Europe aujourd'hui. Sur les remises en cause des directives européennes, il a remis en cause la directive des travailleurs détachés, on voit d'ailleurs où ça a mené. Il essaye aussi également de réorienter l'Europe, comme vous voulez le faire en fait. Et aujourd'hui, il est presque interdit dans le débat en France de porter réellement le débat de notre appartenance à lui. Donc la question, sur les plans A, plan B, notamment vous voulez désobéir au traité, donc il y a eu une décision du Conseil constitutionnel en début octobre qui disait que c'était anticonstitutionnel de désobéir au traité. Donc est-ce que vous allez désobéir au traité alors que la Constitution c'est quand même la loi la plus haute en France? Donc dans ce cas-là, un président ensuite pourra vous contredire et désobéir également comme il l'entend. Et sur le plan B également, c'est comme si vous voyez les jeux pour les enfants où on a les formes et les trous, où on doit mettre la bonne forme dans les bons trous. C'est comme si en fait vous aviez un ballon de foot. Votre programme c'est un ballon de foot et vous voulez l'entrer dans un petit carré du jeu. Et seulement c'est pas possible. L'ADN de l'Union européenne, c'est des années de compromis. Donc comment vous voulez rentrer ce ballon de foot dans le petit carré du jeu? Pourquoi ne pas tout simplement changer de jeu, plutôt que de vouloir modifier les règles, changer de jeu, jouer au foot plutôt que de jouer, d'essayer de rentrer ce ballon de foot dans le jeu pour enfants? Le plan B, c'est également le plan A maintenu, comme Mélenchon l'a dit, c'est on va crever le ballon de foot et on va tous s'appliquer à le faire rentrer quand même en le crevant dans le petit carré. Pourquoi faire ça et pourquoi pas changer tout simplement, comme le font les Britanniques, qui étaient sereinement simplement l'Union européenne? Alors, sur la question, finalement je suis très content de la question sur l'Union européenne, parce que j'avais prévu de développer et je n'ai pas eu l'occasion. Ça m'a donné l'occasion grâce à votre question. Je vais essayer en étant le plus simple à la fois, mais le plus complet, de détailler notre pensée sur l'Europe et la manière dont nous envisagerions les choses si nous étions au pouvoir. Et admettons que peut-être sur ce point, nous ne serons pas d'accord. Et c'est pas grave, mais en tout cas, je vais essayer de déployer les choses telles que nous les représentons à cette étape. Et d'ailleurs, ça va être absolument nécessaire de faire avancer ça dans le débat public rapidement, parce qu'on le sait bien, le calendrier électoral est ainsi fait que la prochaine échéance, c'est les élections européennes. Donc le débat européen va être central. Et moi, je pense que le débat européen ne va pas laisser la place à la demi-mesure et qu'il va nécessairement être une confrontation radicale entre, d'un côté, ceux qui pensent qu'on peut continuer à faire l'Europe comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire en gros défaire la France pour faire l'Europe, c'est comme ça que je me le représente, et ceux qui pensent qu'il faut soit en sortir, ou en tout cas en finir avec l'Europe telle qu'elle est. Alors, je précise sur ce point et je vais essayer de répondre vraiment à votre question. Nous ne faisons pas de l'Europe en tant que telle, en tant que contenant, le problème. Le problème pour nous, ce n'est pas le contenant, c'est le contenu. L'idéal européen était un idéal de coopération entre les peuples. D'ailleurs, les pères fondateurs nous avaient expliqué qu'il fallait créer l'Europe pour éviter des tensions, comme notamment des guerres, que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est en train de ramener par la fenêtre. Premier point. Deuxième point, nous l'avons déjà dit, nous le redisons et nous l'avons dit pendant notre campagne, le programme de la France Insoumise, qui est un programme de relance de l'activité, de partage des richesses, de planification écologique, il n'est pas, vous avez raison, il n'est pas applicable dans le cadre des traités actuels. J'ai fait la démonstration tout à l'heure, j'ai juste cité notre contre-budget pour dire qu'on avait fait ce contre-budget dans les règles de l'Europe actuelle, mais notre programme complet n'est pas applicable dans le cadre des traités. La construction européenne s'est faite de telle manière qu'aujourd'hui, très loin de cet idéal de coopération entre les peuples, on en est à une Union européenne qui, moi c'est la manière dont je me la résume, on a empaqueté de force les pays qui ne sont pas harmonisés socialement, qui ne sont pas harmonisés fiscalement,
Donc d'ailleurs, on a interdit l'harmonisation fiscale et sociale, parce qu'il faut le répéter, les traités interdisent l'harmonisation fiscale et sociale, et on a mis tout ça avec des traités, lesquels traités d'ailleurs ont été rejetés démocratiquement, c'est notamment le cas en France, et c'est tout le problème d'ailleurs. C'est que comment voulez-vous faire accepter aujourd'hui même la construction d'une Union européenne, fût-elle autre, quand le point de départ, ça a été une trahison, puisque en 2005, les Français se sont prononcés sur les traités européens, ils ont dit non, et qu'a-t-on fait avec Lisbonne, le traité de Lisbonne, on a appliqué quand même ce pourquoi ils s'étaient prononcés. Et c'est le cas d'autres peuples aussi en Europe. Et pour moi, c'est largement responsable du fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, partout où vous interrogez les peuples en Europe sur la question européenne, vous observez un rejet profond, quelles que soient ses motivations, qui ne sont pas toujours les mêmes, vous l'avez justement décrit, et vous observez également le retour de l'extrême droite, y compris au Parlement allemand. Et nous disons clairement que l'Europe, dans les traités actuels, ne permet pas de mener autre chose que ces politiques austéritaires. Et effectivement, ceux qui tiennent l'Europe aujourd'hui, notamment, je le sais tout à l'heure dans mon exposé, Jean-Claude Juncker, c'est celui qui a déclaré il y a peu de temps, il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. C'est tout le problème. Parce que pour nous, il n'y a pas de démocratie dans le cadre des traités aujourd'hui. Et les traités aujourd'hui sont même une négation de la démocratie. Sur ce point, et jusqu'à présent, je pense que nous sommes d'accord. C'est sur maintenant peut-être la manière d'y répondre, la manière de nous confronter à ce problème, que peut-être nous allons diverger. En tout cas, moi, je vais essayer de vous décrire ce que nous ferions. Ça ne change pas de ce que nous avions dit pendant la campagne, mais je pense qu'on progresse un peu sur la manière d'expliquer. On a pour nous un cas qui fait exemple, qui est le cas grec. Alexis Tsipras de Syriza a été élu démocratiquement sur une base programmatique qui s'apparente à peu près au courant qui est nôtre, un programme de gauche de relance de l'activité. Il est arrivé à la table des négociations avec ses revendications sur une réorientation de l'Europe. Et bien évidemment, il s'est fait plier à plat de couture, et aujourd'hui, il est largement à la botte de Merkel, de Juncker et de tous les autres. Il y a un fait quand même qu'il faut noter, c'est que la Grèce, au moment où elle négocie au sein de l'Union, elle pèse 2% de l'économie européenne. La France aujourd'hui pèse à peu près 15% de l'économie européenne. Ça nous laisse penser, à tort ou à raison, que si la France parle, déjà son poids n'est pas le même. Je suis d'accord avec vous, ça ne suffit pas. Donc la manière dont nous organisons les choses, si demain la France insoumise venait au pouvoir, parce qu'on est bien d'accord, pour renégocier, pour faire ce qu'on veut faire, il faut venir au pouvoir. Si demain la France insoumise venait au pouvoir, déjà l'exemple, le verrou de la Constitution que vous évoquez, il est à peu près mis de côté par le point 1 de notre programme, qui est qu'on fait une constituante. Et que donc la Constitution, par définition, c'est le peuple qui la redéfinit. Mais ensuite, sur la question propre de l'Union européenne, eh bien, le plan est le suivant. Effectivement, vous avez raison, il y a un plan A et un plan B. Alexis Tsipras, en Grèce, lui, est venu à la table des négociations sans plan B. Et c'est pour nous le problème de sa stratégie. Outre le fait qu'il ne pesait que 2% de l'économie européenne, ce qui déjà faisait un handicap notoire. Nous disons, si demain la France insoumise vient au pouvoir, nous venons à la table des négociations avec un plan A, qui est une série de revendications de ce que nous ne voulons plus dans les traités. Parce que, pour nous, quitter l'Europe n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est modifier en profondeur les traités qui jugulent toute capacité de faire autre chose que les politiques que je viens de décrire. Et donc on vient avec un plan A, qui est de dire, oui, nous voulons bien de l'Europe, mais pas de celle que vous faites. Et donc on va vous proposer une discussion, et voilà ce que la France revendique. J'admets que les revendications sont assez importantes. J'en cite quelques-unes. Harmonisation fiscale et sociale en Europe, suppression de la surveillance budgétaire des États, protection des services publics et mettre de côté CETA et TAFTA. Nous voulons en finir avec la BCE et son indépendance, avec l'indépendance de la BCE, avec les politiques d'austérité obligatoires et l'ordolibéralisme de la Commission dans tous ces dispositifs. Nous venons avec ces négociations. On dit oui, on veut faire l'Europe avec vous, mais sur d'autres bases. Et là, comme dans toute négociation, si vous venez à la table des discussions face à un adversaire qui a des intérêts divergents, parce qu'on peut faire l'Europe tout en sachant que l'Allemagne et la France n'ont pas les mêmes intérêts économiques. Ça tient notamment au fait que l'Allemagne, on le sait, c'est un pays vieillissant, c'est un pays qui a des retraites par capitalisation, alors que nous avons un système par répartition. Eux ont besoin d'un euro fort, ont besoin d'une activité boursière élevée, pas nous. Nous allons bientôt être le premier pays européen en termes de population. Donc, nous voyons bien que nous ne discutons pas avec les mêmes intérêts. Et nous disons à l'Allemagne, nous pouvons trouver un terrain d'entente qui est celui-ci. Et comme j'y viens, comme sur toute négociation, vous ne pouvez pas venir face à un adversaire avec un pistolet à eau. Il faut une politique de dissuasion. Il faut quelque chose qui montre que si vous n'êtes pas respecté, si vous n'êtes pas écouté, vous êtes prêt à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire.
mais que vous êtes prêt à le faire. Je prends un parallèle qui est un peu, excusez-moi, un peu guerrier, mais la France, pour sa géopolitique, a une politique de dissuasion. Ça s'appelle la dissuasion nucléaire. Il y a un bouton nucléaire, personne ne veut un jour avoir à appuyer dessus, mais tout le monde sait qu'il existe, et dans la discussion, ça compte. Et bien le plan B, c'est un peu le bouton nucléaire de la négociation sur la orientation de l'Europe. C'est de dire, si vous nous demandez de choisir entre ce pourquoi on a été élu ou l'Europe austéritaire, on choisira ce pourquoi on a été élu. Si vous nous demandez de choisir entre la souveraineté du peuple qui s'est prononcé ou la poursuite de vos politiques, on choisira. Et donc là, ça veut dire oui qu'il faut se préparer au plan B. Parce que le plan B sera d'autant plus efficace pour crédibiliser le plan A qu'il sera lui-même crédible. C'est la raison pour laquelle, à peu près 24 mois, que la France insoumise parcourt l'Europe avec ses sommets du plan B, où on rencontre des forces politiques amies qui pourraient demain eh bien nous aider dans cette politique du rapport de force pour faire autre chose. Vous notez par exemple que le Portugal mène une politique qui est largement différente de l'austérité qu'on nous demande d'appliquer. Actuellement, les amis, le Portugal relance les salaires, augmente les retraites, taxe les banques et a une relance de son activité économique. Même le FMI est en train de dire que la politique austéritaire de l'Union européenne mène à la catastrophe. Et Jean-Luc Mélenchon a toujours dit ça pendant la campagne présidentielle, et là c'est le point sur lequel on est d'accord ou pas, et ça c'est à vous de le définir. Il a toujours dit, moi je suis persuadé que si j'ai Angela Merkel et les autres devant moi, et que je leur dis très bien, vous nous balayez d'un revers de la main, vous ne voulez pas de la France, nous sommes persuadés que vous ne ferez pas l'Europe sans la France. La France est un des pays fondateurs, c'est la deuxième puissance. Si nous on sort, votre système il explose. Et ils le savent, et y compris sur le sujet des dettes. Et il m'a toujours dit, le moment où je me lève de la table des négociations, où je pars en disant très bien nous appliquons le plan B, avant que je quitte la salle, il nous rattrape. Parce que personne de tous ces acteurs n'a intérêt à une dislocation de l'Europe. Or, si la France applique le plan B, il y a de fait une dislocation qui se produit. Voilà, donc c'est sûr que c'est autre chose que celles qui défendent, parce que c'est leur point de vue, une sortie directement et unilatérale. Nous pensons que d'abord, avant d'aller à une politique d'affrontement, il faut aller à un rapport de force qui n'a jamais été essayé. Parce que souvenez-vous quand même, j'en terminerai par là sur une question, qui est beaucoup trop longue, j'espère que je me suis fait comprendre. Sur la question de l'Europe, vous vous souvenez que François Hollande avait été élu, et il y avait eu un mandat populaire qui consistait à dire vous allez renégocier. Il n'a jamais essayé. C'est-à-dire que même le travail de négociation n'a jamais été tenté. Voilà. Je ne sais pas si je contribue à vous répondre, mais